run this mother? Who run the world? Girls. 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 Who run this mother? Who run this mother? Who run this mother? Who run this mother? Who run the world? Girls. Who run the world? Girls. Who run the world? Et oui, un petit changement au fond de jingle aujourd'hui pour au fond célébrer ce girl, ce pouvoir des femmes que chante Beyoncé, la chanteuse Beyoncé qui récemment déclarait que le sexisme était toujours bien en vigueur dans notre monde et qu'il fallait que les femmes s'unissent pour contribuer et continuer à lutter contre le sexisme. En est-il question dans l'affaire qui intéresse à peu près tout le monde sans vraiment oser l'avouer, l'affaire du vaudeville présidentiel? Et le sexisme a-t-il toujours la vie dure en général dans la société quand on parle aujourd'hui, notamment de nombreux chercheurs, d'un sexisme de deuxième génération? Avant peut-être de vous demander et de vous poser la question, Anne Muxel et Cynthia Fleury, bonjour à vous. Bonjour. Sur ce que vous pensez, sur ce qu'il faut au fond décrypter malgré tout dans notre vie, notre société, notre politique aujourd'hui, de ce qu'il faut déduire au fond de cette affaire de François Hollande et de ses diverses amours. Faut-il peut-être réfléchir sur la question tout de même de comment on aborde cette question-là du point de vue peut-être des femmes? Trouvez-vous que la manière dont a été traitée cette question-là a quelques caractéristiques parfois un peu sexistes ou qu'elle y échappe complètement aujourd'hui? Je rappelle, Anne Muxel, que vous êtes sociologue et que vous venez de publier La vie privée des convictions. Il n'y a pas tout à fait le sujet qui occupe la une des journaux aujourd'hui auprès de Sciences Po, et que vous, Cynthia Fleury, vous êtes philosophe, psychanalyste et que vous aviez publié il n'y a pas si longtemps La fin du courage chez Fayard. Anne Muxel. Oui, sur cette question du sexisme, et si l'on suit ce que vient de nous dire Daniel Salnave, c'est-à-dire sur ce modèle relativement rétrograde, inégalitaire, qui existe, en tout cas s'agissant du couple présidentiel, ce modèle bourgeois, alors effectivement, on peut penser que la façon dont cette affaire a été traitée par beaucoup de médias, eh bien, colle à ce modèle-là. C'est-à-dire que l'on a finalement eu du mal à présenter cette histoire autrement, à rappeler aussi les tentatives des premières dames dans la période relativement récente de chercher à être autre chose, quelqu'un d'autre, autrement, de s'affirmer au travers de leur métier, de leur existence personnelle, de leur choix. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas... on a la façon dont l'affaire a été traitée, ce n'est pas à moi de la juger par les médias, mais a plutôt véhiculé ce modèle effectivement bourgeois, vaudevillesque. Alors faut-il la traiter ou faut-il ne pas la traiter, cette affaire-là? Parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup, on a le sentiment que dans les débats ambiants, et notamment aussi au sein des rédactions, il y a une forme de tartufferie. Certains se réfugient en disant non, c'est une affaire privée, nous n'avons pas le droit de nous en occuper. D'autres disent au contraire, aujourd'hui, la vie du président de la République, et depuis quelque temps, est tellement exposée qu'il n'y a au fond pas de frontières réelles et ni d'étanchéité entre vie privée et vie publique, et qu'après tout, le chef de l'État, dans sa vie intime comme dans sa vie, on va dire professionnelle, doit répondre de ses actes. Je crois que cette affaire est très révélatrice du fait qu'il y a une plus grande porosité entre la sphère publique et la sphère privée. La médiatisation, évidemment, est là et donc change beaucoup la donne. Il ne faut pas l'oublier en toile de fond. Aujourd'hui, on ne peut plus finalement avoir tellement de vie cachée, de vie secrète. Tout se sait et doit se savoir. C'est un nouvel impératif, on va dire, démocratique. Et donc, voilà. Donc, cette affaire est très révélatrice, je crois, de cette plus grande porosité, mélange entre sphère publique et sphère privée, qui touche les couples au plus haut niveau de l'État, mais qui touche aussi les Français dans leur vie quotidienne. Et la place en tout cas, ce que j'ai, moi, montré dans ce livre, avec les auteurs qui y ont contribué, c'est tout l'intérêt qu'il y avait aussi d'étudier la façon dont la vie privée, la sphère privée, est un lieu de politisation et de construction des choix et des opinions politiques. Cynthia Fleury. Oui, je pensais, puisque Daniel Salna a parlé effectivement d'un premier monsieur, je pensais à la remarque de Juppé, sur... la difficulté de définir le statut de la première dame et la difficulté de définir le statut de la deuxième dame. Donc, et qui était mi-ironique et peut-être autre chose, d'ailleurs, qui montre... C'est-à-dire que dans le sexisme, si vous voulez, il n'y a pas que de la
du dénigrement, il y a de la déconsidération tout simplement. Donc c'est le mépris de la valeur de l'autre. C'est un sentiment d'évidence à l'encontre de sa supériorité naturelle et sa domination. Alors, est-ce qu'il y a affaire de sexisme ? Moi, j'ai plusieurs remarques qui m'ont étonnée. C'est sur la question, est-ce une affaire ou pas ? Est-ce qu'il faut en faire une affaire ou pas ? D'abord, et je le dis sans ironie, c'est une définition quand même assez étonnante du couple. Pourquoi ? Parce que le couple, aux dernières nouvelles, ce n'est pas assimilable stricto sensu, soit au fait de partager la même couche. On peut être un couple et ne plus avoir de relations sexuelles. Ou alors, je veux dire par là qu'il va falloir recartographier le domaine conjugal si on commence à dire ce qu'est un couple. Voilà que cette affaire-là, tout de même, un recèle de bien Donc, lourds secrets à s'il décrypter. faut dorénavant ne plus considérer qu'un couple n'existe pas à partir du moment où l'un ou l'autre le trompe, etc., surtout au niveau le plus haut. Donc, sans l'ironie, je le dis vraiment, Non, je trouvais ça très étonnant d'avoir en une seconde la question de « est-ce que madame a toujours votre amour, sire ?» Moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Sous-entendu, voilà, ce statut est définitivement relié au fait qu'elle partage votre couche. Parce que c'est ça qui est dit. Sinon, franchement, il n'y a pas de danger. Mais c'est-à-dire que chasser le naturel et la norme revient au galop, quoi. Alors, c'est pour ça que quand vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de survivance monarchique, si, puisqu'il y a une survivance monarchique dans le sens où personne n'a identifié Madame Trierweiler à la reine. Personne. Tout le monde a identifié Madame Trierweiler à la favorite. Donc, c'est là où il y a survivance, entre guillemets, monarchique. Qui plus est, tout cela se passant dans une demeure qui fut celle de la Pompadour, l'Élysée. Après, ça renvoie à des vieux fondamentaux qui est que d'une certaine manière, le corps du président n'est pas le corps du roi, normalement, mais de fait, il faut se poser la question, le corps du roi n'appartient à personne. Donc le corps du roi est désirable, il incarne, non pas l'amour, parce que j'entendais tout à l'heure, c'est l'amour au sommet de l'État. Non, c'est pas une question d'amour du tout, même, parce que l'amour, ce serait trop confiscatoire d'une certaine manière. Donc le corps du roi, il incarne le désir, c'est celui qui peut avoir du désir sur ce qu'il désire. Bon, donc c'est la puissance du désir, et lui-même est désirable. Il incarne ça, le corps du roi. Et bien évidemment, par ça, il échappe aux personnes physiques qui l'entourent. Il n'appartient à personne. Sous-entendu, il appartient à la France. Donc, c'est un jeu terrible où, précisément, dans le déni du désir, de la reconnaissance du désir d'une femme sur lui, se joue d'une certaine manière, la souveraineté, pas simplement par rapport à cette femme, mais la souveraineté de la France. Alors, encore une fois, je n'assimile pas le corps du président avec le corps du roi. Mais il y a cette survivance-là, qui est que d'une certaine manière, en dernière instance, il échappe. Alors, justement, nous avons voulu en savoir davantage avec une historienne qui est spécialiste de l'histoire du XVIIIe siècle, passionnée de la vie de certaines femmes, notamment auteure de biographies de Marie-Antoinette ou de Madame de Pompadour. Vous connaissez bien sûr Évelyne Levert. Elle revient sur l'histoire des maîtresses, des souverains et des chefs d'État dans l'histoire et des rois de l'Ancien Régime à aujourd'hui. Évelyne Levert répond aux questions de Claire Duzabot. En France, jamais la femme du chef de l'État n'a eu un rôle bien défini. Déjà, sous l'Ancien Régime, le statut de la reine n'était pas défini. En ce qui concerne la vie privée des souverains d'Ancien Régime, pour la plupart, ils ont eu des maîtresses qui étaient officielles, qui étaient déclarées. C'était le cas, par exemple, pour prendre les exemples connus, de Louis XIV, de Louis XV. Et vous savez que sous l'Ancien Régime, les maîtresses étaient en quelque sorte les fusibles contre lesquels on se révoltait. On disait que c'était les mauvaises conseillères du roi. Sous la 4e et sous la 5e République, on a une presse qui n'est pas du tout comparable à la presse que nous avons. Et les journalistes se sont fait une gloire de ne pas révéler ce qu'ils savaient. Voilà, alors les temps ont bien changé, et puis donc assistons-nous aujourd'hui à une logique, à un retour d'une logique au fond de cour, question que vous posiez, les amours officieuses du chef de l'État dévoilées dans la vie publique. Évelyne Levert. On n'est pas du tout dans une logique de cour, absolument pas. On est dans une autre société, on voit partout des familles recomposées, on est dans une autre époque. C'est pas un retour du tout au libertinage officiel qui existait chez les grands autrefois. C'est pas ça.
C'est un changement de société qui se traduit au plus haut niveau de l'État. C'est ça. Le tournant a été pris au moment de la présidence de Sarkozy. À partir de ce moment-là, on est entré dans une nouvelle ère avec de nouvelles mœurs. Alors, il ne faut pas oublier une chose. Le pouvoir érotise. Il érotise l'homme, mais il n'érotise pas la femme. Et n'importe quel homme de pouvoir est couvert de femmes. C'est une constante depuis toujours. Il y a quelques vérités qui sont bonnes à rappeler. Oui, Anne de ce point de vue-là, nous avons un président très, très, très normal. Mais je voulais juste revenir sur ce qui vient d'être dit. Bien sûr que nous sommes dans un modèle de famille, de couple qui a tout à fait changé, une nouvelle ère, comme cela vient d'être dit. Mais en même temps, il me semble qu'il y a la persistance de clichés, stéréotypes anciens, relativement conventionnels, de ce modèle bourgeois dont Daniel Salna va parler tout à l'heure, et qui est très évocateur de la façon dont cette affaire a été relatée. Et j'ai juste l'exemple d'un journaliste d'un organe de presse allemand, je ne me souviens plus lequel, qui, à propos de l'affaire, disait « Mais au fond, il n'y a pas de problème, puisque François Hollande et Valérie Trierweiler ne sont pas mariés, il n'y a donc pas d'adultère. » J'ai trouvé cette remarque incroyable. Donc on n'est pas vraiment dans une nouvelle ère. Enfin, on est dans une nouvelle ère peut-être, mais du point de vue des représentations et des grilles d'analyse qui sont mobilisées par les médias, les journalistes pour décoder cette affaire, alors on est toujours dans la persistance de modèles très anciens. Alors, Daniel Salna, vous voulez intervenir? C'est pour ça, je vous écoute très attentivement. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du couple du pasteur et de la pastoresse. Pourquoi? Parce que entre le modèle monarchique, dont évidemment Cynthia Fleury a rappelé qu'on peut se demander si l'épouse est-elle l'épouse ou la favorite du prince, ça c'est une question, mais c'est ce modèle d'égalité-complémentarité qui n'est pas un modèle dans lequel nous sommes entrés et dont nous voudrions au fond sortir, mais qui règne tout à fait bien, à la fois par exemple aux États-Unis ou dans les pays des démocraties du nord de l'Europe, où l'idée de cette égalité-complémentarité finalement marche assez bien. Et pour nous, ça ne marche pas. Et nous retombons donc en arrière, à mon avis, dans une vision que je crois quand même profondément inégalitaire des hommes et des femmes. Cynthia Fleury, moi je voudrais vous poser une question tout de même à la philosophe que vous êtes et de savoir ce qui sépare au fond de très peu chaque fois l'appréciation d'une formule. D'aucuns qui commentent cette affaire disent après tout, il n'y a rien à en dire, c'est jamais qu'une affaire banale d'un couple, comme il y en a des milliers toute la journée. Sauf que ce qui n'est pas banal, c'est qu'elle arrive au président de la République. Alors en quoi ce qui n'est pas banal fait exception et du coup autorise une parole dont on dit qu'elle est interdite puisque finalement elle serait banale. C'est quoi la petite séparation? C'est la question du pouvoir, c'est la question de l'incarnation de ce qui est ce monsieur, c'est aussi la question de la femme. Vous dites, vous, au fond, dans Libération, elle a parfaitement incarné son rôle, puisqu'elle jusqu'à même faire disparaître, faire exploser ce système de première dame. Mais qu'est-ce qui fait que, si l'on dit qu'il ne faut pas en parler, on en parle au nom de ce qu'il ne faut pas en parler? Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Ça renvoie aussi à la question, est-ce que le président a le droit à une vie privée? D'une certaine manière, alors je vais dire là aussi, je vais faire un paradoxe, il n'a aucun droit, c'est pas la question. Il doit protéger, lui, et faire protéger normalement sa vie privée, d'autant plus fort que sa vie privée est un facteur de fragilisation de sa personne publique. Donc c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que normalement, voilà, le corps du roi ne se balade pas à scooter, entre guillemets. C'est-à-dire que fondamentalement... Et pourtant, le roi d'Espagne, lui, est très coutumier de cela. Oui, toutes les nuits, enfin jusqu'à présent, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il a un peu vieilli, le roi d'Espagne. En tout cas, le fait est qu'en France, avec un certain type de regard, vous avez cette idée que le premier responsable si j'ose dire, de la sécurité de la figure publique, c'est aussi le président. Et donc, d'une certaine manière, il est responsable de ne pas mettre en lumière sa vie privée. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit à une vie privée, ça veut dire qu'il ne met pas en lumière cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes basiquement de symbolique, donc de l'affaiblissement symbolique jusqu'à de l'affaiblissement physique, parce qu'on peut l'atteindre par des tiers et on peut l'atteindre lui-même sur des situations, entre guillemets, où il a moins de vigilance. Donc sur ces deux sujets, c'est pas tellement la question du droit, c'est la question du devoir pour lui, si j'ose dire. Il a un devoir de ne pas divulguer sa vie privée pour préserver normalement sa fonction publique. Ça, c'est un point. Bien sûr, ça vole en éclats aujourd'hui.
où on n'a pas ce sentiment-là, et on a le sentiment peut-être que sa vie privée a le même statut que sa vie publique. Et ça vient d'un regard aussi égalitaire que nous portons sur nos vies individuelles, qui comptent autant que nos vies publiques. Donc ça, c'est un autre point. Sur la question du statut, juste, faut-il un statut de la Première Dame ? Là aussi, on voit l'obsolescence de cela dans la mesure où effectivement, il n'y a pas à avoir une machine. Parce qu'un statut, il faut comprendre ce que c'est. C'est un cabinet derrière le statut. C'est-à-dire qu'on construit un discours de la Première Dame et on construit une représentation de la Première Dame. Je pense que c'est obsolète. En revanche, la vraie question, c'est... Donc la question, c'est demain, si on empêche une Première Dame de travailler, comment on compense cela ? Ça, c'est une vraie question. Nous revenons sur toutes ces questions. C'est l'heure de votre chronique, Brice Couturier. Bonjour Marc. Lorsqu'on daigne se souvenir d'Adam Smith, c'est en tant qu'auteur de l'enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations, l'essai fondateur du libéralisme économique. Mais lui-même, comme d'ailleurs ses contemporains, estimait que son grand livre, c'était la théorie des sentiments moraux de 1759. La preuve, c'est qu'il ne cessa de le corriger jusqu'à la fin de sa vie. Avant de se risquer dans le domaine de la science économique, il voulait s'assurer de solides bases anthropologiques. Le point de départ de cette grande enquête sur la vertu était contenu dans 2 questions. Quel est le sentiment qui est à l'origine de mon action et qu'est-ce qui mérite approbation ? Smith estimait possible de fonder une morale sur l'analyse des passions. À ses yeux, la compassion, la sympathie, la pitié font partie de la nature humaine. Parce que nous sommes des êtres doués d'imagination, nous nous projetons spontanément dans l'autre. Nous ressentons ses douleurs, nous participons à ses peines. Or, il y a dans l'être humain une tendance spontanée, dit-il, à rechercher l'approbation de ses semblables. Et c'est pourquoi il ne désire pas seulement être aimé, mais être aimable. D'où cette idée que chaque être humain agit sous le contrôle imaginaire de ce que Smith appelait le spectateur impartial, auquel nous tendons en permanence à justifier mentalement nos actes afin d'en recevoir l'approbation, ce qui entraîne l'habitude du contrôle de soi et pousse à la vertu. Alors la grande leçon d'Adam Smith, c'est qu'une société ne peut fonctionner harmonieusement sans s'appuyer sur les sentiments moraux d'empathie, de bienveillance, de justice et de modération. Hume, déjà, montrait que les intérêts privés, en cherchant à se satisfaire, concouraient spontanément à l'intérêt public. Mais Smith pousse plus loin cette conciliation entre le bien privé et le bien commun. Pour lui, en effet, cette conciliation ne doit pas provenir de la contrainte politique, comme chez Hobbes par exemple, mais au contraire de la liberté. J'ajoute qu'Adam Smith, qui se montre sans tendresse pour les classes possédantes dans l'enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations, se montre également fort critique envers les élites sociales dans sa théorie des sentiments moraux. Les gens du commun, dit-il, tendent à préférer une morale stricte et austère parce que dans leur situation, une seule semaine de dissipation peut défaire la vie d'un pauvre travailleur, tandis que les gens de mode se tournent au contraire vers des morales accommodantes. Adam Smith, précurseur de George Orwell et de sa Common Decency, peut-être. Depuis cette époque lointaine, les Lumières, la philosophie politique ne mêle plus guère le registre des affects à celui de la justice. Les émotions semblaient avoir divorcé de la politique. Les dictatures ont fait un si large usage des passions politiques, le fanatisme sectaire, la haine de l'autre et l'amour du chef, que celles-ci paraissaient condamnées. Mais si le comportement électoral a été longtemps ramené à une simple détermination sociopolitique, vote bourgeois contre vote prolétaire ou familial, ce type d'explication tient de moins en moins la route parce que l'électeur se comporte de manière de plus en plus imprévisible, aléatoire. Et voici que les émotions font un grand retour en philosophie politique, en histoire et même en relations internationales. Martha Nussbaum, la grande philosophe américaine, vient en effet de publier un essai intitulé « Political Emotions – Why Love Matters for Justice ». Les émotions politiques, pourquoi l'amour importe pour la justice. Elle y défend notamment la thèse selon laquelle le respect est insuffisant pour faire entrer les gens dont nous sommes distants, dans ce qu'elle appelle le cercle de nos préoccupations. Une société juste ne doit pas se mêler des sentiments, ne doit pas se méfier des sentiments, mais au contraire, cultiver certains d'entre eux, en particulier, bien sûr,
l'amour, parce que c'est le titre de son livre. Je note aussi que l'historien Christophe Prochasson a publié il n'y a pas très longtemps un essai intitulé « L'Empire des émotions », qui est consacré en particulier à cette irruption des passions sur l'horizon du travail historique et des pressions auxquelles elles soumettent l'historien, et que Dominique Moisy, dans un autre registre, donc celui des relations internationales, a consacré un essai lui aussi à la géopolitique de l'émotion. Aujourd'hui, nous vous recevons Anne Muxel pour cet ouvrage qui vient de paraître, qui est un recueil d'essais en forme de vaste tour d'horizon, dans lequel, effectivement, l'affectif vient souvent enrichir le politique. Donc je vous répète ma question, y aurait-il dans l'air du temps des passions mauvaises qu'il conviendrait de purger, ou bien au contraire, jugez-vous comme Martha Nussbaum que nos démocraties trop rationnelles seraient simplement en manque d'affection? La chronique de Bruce Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Anne Muxel, d'abord, la question vous est posée, et puis bien sûr Cynthia Fleury. Anne Muxel. Oui, je crois de toute façon que les affects et les représentations touchant aux politiques sont indissociables. Alors effectivement, certaines époques, certains régimes politiques tentent de les dissocier éventuellement, ou au contraire de les instrumentaliser conjointement. Mais il me semble que ce qui caractérise en tout cas aujourd'hui l'expérience démocratique postmoderne, pour la qualifier rapidement, c'est la présence plus importante de l'affectif, des passions, de l'intime, du registre privé, et notamment des échanges privés, à partir desquels se constituent les représentations de la politique, mais aussi les choix que l'on va y faire. Vous avez évoqué les choix électoraux. Et je crois que sous l'effet de ce double processus, à la fois d'individualisation des choix et des comportements politiques et de désinstitutionnalisation de la politique, eh bien, la sphère privée est aujourd'hui plus que jamais un terrain de l'aventure démocratique. Et cette importance de la sphère privée dans l'arbitrage, finalement, des choix politiques explique justement peut-être cette présence plus importante des sentiments et des émotions. Mais je voudrais juste rebondir au vol, je vous laisse la parole, Brice. Quand vous dites que cette sphère privée a de plus en plus d'importance dans la vie démocratique, est-ce que de plus en plus d'importance signifie qu'elle est de moins en moins privée? Ou que la frontière du privé, justement, tend à se rogner, si j'ose dire, à se dissoudre un peu, à cause de cette inflation-là? C'est surtout que les choix politiques se forment moins et s'expriment moins à partir des grands systèmes d'allégeance sociale, politique, idéologique qu'il y avait dans le passé, ou religieux. Et donc, aujourd'hui, c'est finalement à partir de l'individu lui-même, c'est à partir de soi, et notamment au travers de ce réseau d'échanges, de ce tissu affectif, de ces échanges que l'on a avec les autrui significatifs, de sa famille, dans son couple, avec ses amis, avec ses proches, dans le cercle des proches, que finalement les opinions et les choix politiques se confrontent, s'essayent, s'affûtent, et donc contribuent à forger la conscience politique de l'individu. Cynthia Fleury? Oui, ce qui est certain, il y a plusieurs choses. Sur la question de la vie privée qui devient moins vie privée, je pense qu'on est dans une ère terrible où la vie privée était d'elle-même, si j'ose dire, je vais prendre cette métaphore, paramétrée. C'est-à-dire qu'elle était paramétrée comme étant privée, de fait. Et demain, non, il va falloir la paramétrer. C'est-à-dire comme votre compte Facebook, vous allez devoir être obligé de paramétrer votre vie privée pour qu'elle reste privée. Parce que d'emblée, elle ne sera pas nécessairement privée. Et ça, on peut le voir notamment avec tous les le fait que le corps aujourd'hui se poursuit par une interface numérique. Oui, parce que tous les réseaux sociaux tout de même donnent à paramétrer sa vie privée. De moins en moins. À la paramétrer d'une certaine manière. Sur oui, Instagram, mais normalement, elle devrait être par essence exclue de ce paramétrage. Oui, mais elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus, c'est ce que j'essaye de vous dire. Donc, c'est très nouveau, puisque classiquement, vous ne vous sentiez pas en position de devoir paramétrer votre vie privée. Aujourd'hui, pour garder une vie privée, il va falloir la paramétrer. Donc ça, c'est premièrement un geste très très nouveau. Ensuite, sur la question des sentiments. Les sentiments, c'est pas la sentimentalité. Quand vous faites un lien entre le sentiment d'Adam Smith, la common decency, on voit très bien que c'est le lien direct avec le sentiment moral de cité
Donc le sentiment public, l'empathie au sens de construction de la cité, la civilité, etc., etc. Le bien commun, tout ce qui a le trait au bien bien commun. commun. C'est-à-dire, c'est la vieille question du bien commun qui n'a rien à voir avec l'émotion réactive que l'on peut ressentir, par exemple, au cinéma. C'est-à-dire, on vous provoque pour que vous réagissiez. Là, c'est le sentiment au sens d'action et pas au sens de passion. Donc c'est vraiment très différent. Il faut qu'il y ait compatibilité entre ces sentiments privés et les sentiments publics. Tout à fait, il faut qu'il y ait une cohérence. Mais ce que je voudrais vous souligner, c'est qu'aujourd'hui, c'est à double sens. On parle beaucoup aujourd'hui du fait que que les passions retournent en politique et que la vie privée fait retour en politique. Mais regardez aussi à quel point la politique s'intéresse à notre privacy, quoi. Anthony Giddens, avec ses life policies, c'est bien ça. Regardez comme aujourd'hui le législateur intervient sur la question de la fin de vie, comme il intervient sur le mariage homosexuel, etc. Et le projet de loi sur le sexisme en fait partie, entre autres. Exactement. Est-ce que vous ne croyez pas aussi, enfin beaucoup de gens ont dit d'Anthony Giddens que c'était le grand théoricien de la troisième voie blairiste, est-ce que c'est pas aussi parce que le politique a quelque part renoncé à organiser l'économique et le social qu'aujourd'hui il intervient de manière aussi approfondie dans nos vies privées? Oui, alors très certainement, il y a... Cynthia Fleury. Oui, alors il y a un territoire, entre guillemets, plus simple aujourd'hui pour valider, pour faire vérifier, si j'ose dire, qu'il existe encore une puissance publique, et ce territoire, c'est le territoire de l'individu. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on va aller statuer sur la santé, sur la norme de cette santé, pas forcément sur la santé publique, mais sur l'obésité, sur le droit de fumer, sur ceci, cela. Donc on voit très très bien que voilà, le territoire s'est déplacé, notamment pour masquer sans doute une impossibilité de réguler la finance mondiale. Donc ça c'est tout à fait juste. Maintenant, l'individu est aussi un lieu, c'est le fruit de la démocratie, c'est-à-dire que logiquement, c'est pas non plus c'est assez logique que le politique, normalement, est là pour créer les meilleures conditions d'émergence d'un individu libre. Normalement, c'est ça, le politique. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur l'amont. Libéral. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas... De plus en plus, on voit très bien que le politique, d'ailleurs, et il a raison, se dessaisit de la question de l'aval, c'est-à-dire de la vision commune. Parce que il y a 1000 visions et que ça devient quasiment improbable de créer une vision commune. En revanche, là où il ne doit pas se dessaisir de son travail politique, c'est sur les conditions de possibilité, c'est-à-dire l'amont, l'éducation, la compréhension, la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire de créer le fait que vous allez pouvoir décider de faire émerger un individu et que, d'une certaine manière, l'État va amener à chacun une même accessibilité à la construction de cet individu libre. Pas tout à fait la même chose. Ce qui du coup me fait penser que quelques réactions d'auditeurs sur le fait que l'on dise tout à l'heure, vous disiez que la première dame justement n'avait pas de rôle forcément et que en l'occurrence Valérie Trierweiler l'avait fait exploser. Mais est-ce que on ne pourrait pas dire que au contraire il n'y a pas une sorte d'impensé. Après tout, la fonction existe effectivement bien, on lui donne un rôle, on lui assigne des tâches. Oui, non mais alors voilà, donc il y a deux choses. D'abord, je faisais un très... Je parle par rapport à la liberté de l'individu. Dans quelle est la liberté de la femme 2, en l'occurrence, ou du monsieur 2, si un jour ça doit arriver, comme le disait Daniel Salnave? Alors, d'abord, je faisais un trait d'esprit sur la question où elle s'était présentée comme voulant absolument dépoussiérer. J'ai dit, elle l'a tellement dépoussiéré qu'elle l'a fait disparaître. Donc, c'était pas mal. Le mandat, effectivement, est rempli. Non, ce que je dis, si vous voulez, c'est ce hiatus dans lequel nous sommes de fait. À savoir que, personnellement, je pense qu'il n'y a pas à avoir de statut ni de monsieur, ni de premier monsieur, ni de première dame, dans la mesure où, qu'est-ce que c'est que donner un statut? C'est donner un discours. C'est-à-dire que, soudainement, le discours, la parole de la première dame existe politiquement. Donc pour ça, il y a un cabinet, il y a des personnes au service de ça, il y a une communication, il y a un agenda politique de cela. Ça, je pense que c'est surréaliste. Oui, il y a de la communication, il y a de la communication, il y a etc. Et il y a une représentation symbolique de ça. Ça, je pense que ça n'a pas lieu d'être. En revanche, le problème, c'est qu'il y a des métiers quasiment incompatibles pour des raisons de conflit d'intérêts, c'est-à-dire que un conjoint qui, par exemple, du président continuerait à être avocat, continuerait à être journaliste politique, continuerait... Donc c'est ça le problème. Le problème, c'est que... La compagne du président de la République, en tout cas, avait assumé de dire qu'elle voulait continuer, en femme libre de travailler, d'être journaliste à Paris Match. Je vous rappelle qu'elle ne fait pas du journalisme politique à ce jour. Elle fait des critiques littéraires. Bon, donc ce n'est pas son métier au départ. Donc on voit bien qu'il y a un souci. Alors là, il faut affronter ça. C'est-à-dire comment on fait? Est-ce que ça veut dire on ne peut pas, si vous voulez, simplement dire il n'y a pas de statut et demain vous ne pouvez pas travailler?
C'est pas possible. Donc il y a une obligation de penser demain un salaire soit de compensation, de dire bon écoutez, il y a peut-être pas de discours politique à créer, mais il y a le fait qu'il faut créer une cohérence autour de ce chef d'État. Est-ce qu'elle peut faire ce métier? Est-ce qu'elle ne peut pas faire ce métier? Est-ce qu'il peut faire ce métier demain, puisque nous aurons une présidente, c'est sûr. Est-ce que je vais m'intéresser à monsieur, est-ce que monsieur pourra faire son métier d'avocat, de médecin, de ceci, de cela? Certainement sur des métiers, ça paraît probable, sur d'autres, ça paraît plus compliqué avec les conflits d'intérêts qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc ça veut dire qu'il faudra avoir un phénomène de compensation. Mais alors encore ça va une être fois, compliqué parce que comme le notent beaucoup de sociologues, désormais, les milieux de la vie politique et des journalismes et de ceux qui peuvent être en conflit d'intérêts se mélangent de plus en plus. Après tout, regardez, au fond, Nicolas Sarkozy était avec une comédienne. Aujourd'hui, François Hollande, on ne sait pas bien avec qui il finira par être. Mais enfin, l'une était journaliste, l'autre est aussi comédienne. Et donc on note au fond qu'il y a de plus en plus une espèce comme ça de consanguinité des milieux qui va devenir compliqué à trancher sur la question que vous soulevez. Tout à fait. Mais ça, du conflit d'intérêts. Des conflits d'intérêts. Ce sont nos sociétés qui deviennent comme ça tout de même. C'est de toute façon nos sociétés qui ont classiquement tendance à être consanguines et régulièrement à fermer le cercle des élites plutôt qu'à l'ouvrir, parce que ça consolide tout simplement le pouvoir. Ça n'a rien de français. Donc ça, c'est... Mais cette question-là, il faut l'affronter. Je veux dire par là que la question de la compensation... Imaginons, et si Ségolène Royal avait été élu président de la République, François Hollande aurait-il continué à faire de la politique? Voilà une vraie question. Mais je vous demande la réponse. Je pense que lui aurait dit bien évidemment que oui, et qu'il aurait continué, que d'une certaine manière, il y aurait eu un préjugé, on revient à votre question initiale, il y aurait eu un préjugé sexiste qui aurait dit, mais enfin, M. Hollande est depuis toujours, un grand homme politique, et bien évidemment, il ne va pas cesser du jour au lendemain de faire cela. On n'aurait rien trouvé d'anormal à dire cela, pavloviennement quasiment. En tout cas, je pense dans un réflexe premier, on se serait soudainement intéressé à la fameuse question du statut du conjoint de manière, je dirais, plus impartiale. Oui, ou rationnelle, n'est-ce pas? Anne Muxel? Oui, je crois que sur toutes ces questions, on voit qu'il y a vraiment un décalage entre les représentations qui sont toujours véhiculées par nos sociétés, y compris véhiculées par nos élites, et les usages nouveaux, les droits qu'ont conquis les femmes, le respect d'ailleurs que l'on peut avoir pour la différence, pour l'autre, y compris au sein maintenant du couple, des familles, l'individualisation, l'autonomisation des sujets. Et donc, il y a là, pour moi, c'est très révélateur d'une société qui n'a pas encore franchi le pas de passer à autre chose que ces représentations relativement archaïques du rôle de la femme. Parce que même si Valérie Trierweiler était journaliste politique, moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas continuer à exercer son métier de journaliste politique. Je trouve d'une certaine façon que d'accepter de sa part de ne faire que des critiques littéraires, elle cède à quelque chose. Elle cède à quelque chose qui est l'ordre du préjugé, selon vous. Je ne sais pas, je pense que c'est quelque part dommage. Alors, vous savez qu'il y a un projet de loi, notamment présenté par Najat Vallaud-Belkacem, à partir du 20 janvier, sur justement la question du sexisme, un projet de loi sur l'égalité homme-femme. Est-ce que vous pensez que la loi peut faire quelque chose, en l'occurrence, sur ces questions-là de sexisme et de préjugés? Mais je pense que toutes les lois, tous les dispositifs... Que peut faire la loi? Que peut faire le législateur? La loi, elle ne peut pas forcément tout faire, mais en tout cas, elle est une incitation à faire mieux, à progresser, à défendre des droits surtout. Et donc, je pense et à changer ces représentations qu'il faut changer. Donc, à accompagner ces mutations de comportement au niveau des usages et des pratiques de vie des citoyens eux-mêmes. Donc, je pense que si la loi ne peut pas tout faire, si elle ne peut pas tout arbitrer, s'il ne faut pas forcément tout légiférer, en même temps, sur certaines questions comme celle du sexisme, comme celle du racisme d'ailleurs, heureusement qu'il y a des avancées. Daniel Salnave? Oui, en vous entendant, je pense à un passé qui n'est pas si lointain. Si je prends par exemple l'époque après 68, la notion de vie privée n'était pas considérée comme une valeur. Dans le tout est politique, je me souviens très bien d'une affiche, vie privée, privée de quoi? Et je pense que cette idée du tout est politique, nous n'avons pas à avoir un repli, et nous avons redécouvert après Orwell et l'angle dans lequel la caméra ne peut ne pas nous saisir. Mais les grandes idéologies dominatrices ne sont pas favorables à la vie privée. Paul Zumthor, qui avait écrit un très beau livre sur les Pays-Bas,
faisait remarquer une chose qu'on observe quand on se promène dans les rues, c'est que les rideaux ne vont pas jusqu'en bas. Les rideaux s'arrêtent à une certaine hauteur. Pour nous, c'est le contraire. S'il y a un rideau et une fenêtre, c'est pour cacher ce qu'il y a derrière. Le rideau ne s'arrête pas jusqu'en bas pour que le pasteur, en promenade dans la ville, le village ou la ville, puisse voir ce qui se passe dans les familles. La vie privée étant considérée comme un lieu de péché ou un lieu qui se soustrait à la communauté. Alors, sans tomber là-dedans, moi, je voudrais revenir à quelque chose. Quand on disait après 68, la vie privée, mais privée de quoi? C'était l'idée qu'il y avait une vie ou publique ou politique à laquelle l'accord ou des couples ou des amis ou des amants pouvaient se faire sur quelque chose que vous avez traité, qui moi m'intéresse beaucoup. La communauté des opinions et des convictions est-elle nécessaire à la fondation du couple, que ce soit dans l'amitié ou dans l'amour? Et ça, c'est une question très intéressante, parce qu'elle dépasse ou déplace un peu les rapports privé-public. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus clairement? Oui, tout. Anne Muxel. En tout cas, que ce que je dis moi. Dans le livre, Ludivine Bantini a consacré un chapitre justement à la façon dont la vie privée était de fait, et les émotions, les sentiments, étaient de fait totalement évincés de l'engagement politique à l'extrême gauche dans les années post-68. Affect et émotion dans l'engagement révolutionnaire post-68. Voilà. C'est l'article de Ludivine Bantini. Et donc, voilà. Et elle montre que fin des années 70, début des années 80, il y a eu une grande mutation, y compris donc dans la vie de ces militants qui ont revendiqué finalement la reconnaissance d'une vie privée et la séparation finalement d'une vie privée par rapport à ce tout politique et à cet engagement politique qui devait être premier et dominer tout le reste, voire l'évincer complètement. La vie privée bourgeoise. Hein. Vous disiez tout à l'heure à Bruxelles, vous disiez la démocratie libérale développe l'individu, elle développe l'individualisme, d'où toutes les critiques qui lui sont adressées. Alors ça peut être par le communautarisme aujourd'hui, mais c'était par les idéologies totalitaires hier, comme quoi finalement le libéralisme démocratique atomise la société, provoque une espèce d'éclatement de la société en monades égoïstes. D'où, à mon avis, le retour aujourd'hui avec des théories comme celle de Martha Nussbaum, le besoin de nouvelles théories aidant à rendre compatible effectivement le fonctionnement de la société avec l'autonomisation de l'individu. Et c'est vraiment le problème du moment. La démocratie ne peut pas être purement procédurale, il faut qu'elle ait un contenu affectif. Et c'est quelque chose de nouveau dans notre horizon politique. C'est pour ça que votre bouquin est à mon avis assez important. Anne Muxel. Oui, tout à fait, parce que il y a un processus de subjectivation de l'expérience démocratique. Qui se marque de plus en plus. Et donc, c'est maintenant, à partir de ce processus de subjectivation, que s'arbitre l'expérience démocratique, les demandes et les attentes aussi des citoyens à l'égard de la politique. Et donc, ça oblige aussi les politiques, les gouvernants de leur côté, à réagir à ces demandes et à ces attentes qui sont de plus en plus imprégnées de cette subjectivation démocratique. Avec la survie de la société. Bien sûr. Mais qu'est-ce que nous avons perdu avec la fin de tout est politique et le privé, c'est finalement l'individualisme bourgeois? Est-ce que nous avons perdu quelque chose? Je pense que oui. Je pense que nous avons gagné aussi, mais je pense que nous avons peut-être perdu quelque chose. Et c'est le sens de la question que je vous posais. C'est-à-dire ce fondement de l'amitié ou de l'amour sur les convictions partagées. Alors, nous avons peut-être perdu l'engagement, peut-être, des valeurs d'engagement collectif, d'engagement en tout cas inscrit dans un appareil collectif. Parce que les engagements individuels existent et sont malgré tout importants dans le monde d'aujourd'hui. Mais pour répondre, je voulais prolonger votre question tout à l'heure sur la question de faut-il être d'accord au fond et partager les mêmes choix, les mêmes idées pour s'aimer. Et donc il y a un chapitre de l'ouvrage dans lequel je traite plus particulièrement cette question sur la base de données d'enquête. Donc on a quelques idées de ce qui se passe du côté des Français. Prenons notre pays. C'est à peu près un tiers des gens qui, quand on leur pose la question à brûle-pourpoint, faut-il partager les mêmes choix politiques pour s'aimer? C'est un tiers des gens qui répondent que oui, c'est important, c'est nécessaire. Et c'est une condition, la question de cet accord politique, qui est d'autant plus importante que l'on est à gauche,
et non pas à droite, et que l'on est politisé, bien sûr, ça peut se comprendre. Et qui tout peut ça. avoir de C'est-à-dire que vraies plus on a de conséquences sur convictions- l'état amoureux. Voilà. Dites-vous. Mais ça peut avoir des conséquences, c'est-à-dire qu'on peut effectivement décider de se quitter, voire de ne pas s'engager davantage dans une relation amoureuse. Donc le politique, les convictions qui constituent ce noyau intime finalement de notre identité, ont évidemment un rôle très important dans la négociation que l'on va faire avec l'autre, Ouais, de la ce musique qu'on terrain écoute, c'est d'entente, plus en tout cas de important, ce bien commun. Puis, bon, ça c'est une micro-démocratie, mais de ce bien commun qu'un couple et qu'une famille doit aussi délimiter pour vivre ensemble. Quand on parle aussi de la lutte, par exemple, contre le sexisme, certains y voient quelque chose qui serait au fond formidable dans la question au fond de l'indifférenciation. D'autres s'en inquiètent. On sait les théories d'Elisabeth Badinter ou de Sylvain Agacinski, au fond, Agacinski qui, dans votre livre, cité par Janine Mossus-Lavo, se dit glacé de terreur et d'ennui devant ces êtres qui, parce que semblables, se comprendraient immédiatement. Et Janine Mossus-Lavo, tout de même, me posait une question en disant tout de même comment va-t-on sortir de l'idée que, par exemple, chez les femmes, amour et pouvoir ne feraient pas bon ménage. Et des exemples glaçants qui sont en écho avec l'actualité, et pourtant écrits avant, évidemment, sont assez intéressants. De citer, par exemple, Anne Mansouré, la mère de Tristan Banon, vice-présidente socialiste du Conseil général de l'Eure, qui disait dans Libération en 2011, à 65 ans, j'ai pas mal d'heures de vol, mais depuis 10 ans que je suis élu à Évreux, j'ai eu plus de relations. Je n'ai plus de relations intimes, car dans une ville de 52 000 habitants, tout se sait. Oui, alors, il y a plusieurs choses. Sur la question on en parlait tout à l'heure, pas forcément à l'antenne, mais sur la question de l'érotisation du pouvoir chez les femmes, je crois que dans quelques années, on aura peut-être le même effet, c'est-à-dire sous-entendu, une femme ayant le pouvoir restera un objet érotique, voire sera un objet d'un érotisme plus fort. Parce qu'on leur en dénie, jusqu'à présent, on leur dénie tout cela. Margaret Thatcher, jusqu'à présent, Angela Merkel. C'est-à-dire que jusqu'à présent, plusieurs choses. L'incarnation imaginaire du pouvoir, c'est le phallus. Donc voilà. Donc de fait, une femme avec un phallus, même imaginaire, les hommes reçoivent ça de différentes manières. Donc soit ça maintient leur désir, soit ça l'efface. Bon, donc, et d'ailleurs, on le voit que très souvent, même encore aujourd'hui, les femmes qui sont au pouvoir exercent un caractère ascendant érotisant sur les jeunes hommes, mais pas nécessairement sur leur alter ego au niveau de l'âge. Et c'est d'ailleurs très logique. C'est très logique parce que le phallus est plus haut, si j'ose dire. Bon, ne serait-ce que dans la question du rapport avec l'autre. Bon, bref. Donc, ça, c'est un premier point. Sur la question des convictions du couple, on voit que là aussi, c'est très compliqué, puisqu'on a eu jusqu'à présent, il y a 50 ans, un phénomène homogène, si j'ose dire, et surtout unilatéral. C'est-à-dire qu'un foyer, c'était une conviction, et généralement, c'était la conviction du monsieur. C'est-à-dire que même si les convictions existaient ailleurs, ça ne passait pas la porte du vote, déjà. Donc ça ne s'exprimait pas officiellement, ça restait dans la sphère privée, donc ça n'existait pas. Et là, aujourd'hui, on voit que non, le débat contradictoire existe à l'intérieur du foyer, et bientôt avec les enfants aussi. Donc ça aussi, c'est très, très, très nouveau.